Dimitri, couché sur le toit, ne savait absolument pas où se trouvait sa place. Il ignorait où se trouvait sa place, si sa place se trouvait bel et bien sur Terre, ou si sa place se trouvait dans une constellation, dans un autre système solaire. Il ne savait pas où était sa place. Souvent, il passait des nuits entières couché sur le capot de sa voiture. Il regardait le ciel en espérant que l'une de ces étoiles, juste au-dessus de lui, soit la planète de laquelle il venait. Alors il s'était réveillé cette nuit-là, se redressant, regardant à gauche et à droite, pas sûr de lui, pas sûr de l'endroit sur lequel il est, pas sûr de l'endroit dans lequel il avait atterri, pas sûr de la planète sur laquelle il était. À son poignet, il avait un bracelet en métal. Impossible de le retirer. Il ne savait ni si c'était un capteur ou un localisateur. Il ignorait tout de ce bracelet, mais il l'avait au poignet. Il l'a retiré, il a essayé de le retirer, mais rien n'était possible. En essayant de le retirer, rien n'était possible. Il a essayé avec une pierre, a même essayé avec un couteau qu'il avait à l'intérieur de sa voiture. À part se couper au poignet, à part se couper le long du bras, il n'a rien fait d'autre. Au final, il a juste abandonné, a été chercher des bandages à l'intérieur de sa voiture et s'est bandé le bras. Il a regardé ce bracelet qui clignotait. Et une petite lumière orange se rapprochait de lui. Une lumière orange se rapprochait de lui jusqu'à ce qu'il entende des coups de feu. Il s'est caché tout de suite derrière sa voiture, peut-être en quête de quelque chose, ces personnes qui arrivaient vers lui avec des armes, qui étaient en train de le pointer dans leurs viseurs. Il voyait les plusieurs viseurs sur la carrosserie de sa voiture. Par effroi, effrayé par ceux qui étaient en train de le poursuivre, les personnes qui étaient en train de le poursuivre, effrayé par ça, il leva un peu la tête pour pouvoir apercevoir par-dessus sa voiture, pour pouvoir apercevoir par-dessus le capot de sa voiture, appuyé contre la carrosserie de sa voiture, juste pour pouvoir apercevoir ces personnes et leurs armes, la manière dont ils étaient habillés. Ils étaient habillés avec une énorme combinaison noire. Ils étaient habillés avec une combinaison noire sur leur torse, sur leurs épaules, sur leurs bras, et ils avaient des gants et des mitaines qui laissaient apparaître leurs doigts. Et ils tenaient leurs armes et sont repartis. Ils faisaient des signes étranges et bizarres qu'ils ne comprenaient pas, comme avec les deux doigts qu'ils secouèrent vers l'avant, pour dire qu'il fallait aller dans cette direction. Ou alors le signe temps mort, celui-ci c'était le seul qu'il comprenait. Effrayé par ce qu'il s'est passé, il tenta de se cacher, en longeant la voiture pour pouvoir aller à l'arrière. Mais effrayé par ce qu'il s'est passé, en levant un peu les yeux et en regardant, en s'appuyant sur le rétroviseur extérieur, il s'appuya dessus et tout de suite se rendit invisible sans même qu'il s'en rendût compte. Sans même qu'il s'en était rendu compte, il s'était rendu invisible. Il partit tout simplement un peu plus loin, il se mit à marcher et à ramper. Invisible alors qu'il ne l'avait pas remarqué, il se mit à ramper jusque dans l'eau du lac. Et quand il essayait de se regarder dans l'eau du lac, forcément il n'y avait plus rien. Pas de reflet, pas d'yeux, pas de nez, pas de bouche, pas de silhouette du visage. Il n'arrivait pas à voir ses cheveux. Et pourtant, quand il marchait contre le sol et qu'il rampait jusqu'au lac, il ressentait toutes les sensations. La terre sous ses paumes, de temps en temps un caillou ou alors un caillou coupant qu'il pouvait sentir, un caillou en pointe qu'il pouvait sentir sous ses doigts. Il ressentait toutes les sensations. La terre sèche, la terre humide, la terre un peu plus humide près du lac, et l'eau qui était en train de glisser contre le sable. Il était en train de sentir toutes les sensations. Il s'était rendu invisible, mais pourtant il ne se voyait pas. Dans le reflet de l'eau, alors qu'il faisait nuit, et que c'était comme les vitres de sa voiture. Quand il faisait nuit, l'eau se transformait en un gigantesque miroir. Il a essayé de se regarder, mais rien. Alors il plongea. Tout de suite, les personnes à l'intérieur de la forêt se retournèrent, entendirent un bruit. Il vit alors l'eau bouger, l'eau du lac bouger, et lui était en train de nager. Transparent comme l'eau du lac, certains poissons venaient à se cogner contre lui.
Ils arrivèrent de l'autre côté et voyaient alors les snipers qui disparaissaient. Ils voyaient les snipers rouges qui disparaissaient, qui visaient l'eau du lac, et toute cette équipe en combinaison noire a disparu. Ils retirèrent quelques-uns leurs casques, et puis alors voir jusque très loin. En voyant jusque très loin, en se mettant au bord de l'eau, il put voir leur visage. Il avait retenu leur visage car ces personnes étaient assez trousses. Il se disait que si maintenant il allait rencontrer quelqu'un qu'il le croyait, qu'il venait d'une autre planète, mais qu'il avait le même physique qu'ici, que ces personnes, il se disait que s'il allait rencontrer une femme, un homme, ou voire même toute une famille qui allait le croire, il se disait qu'il fallait trouver la bonne explication. Alors il essaya plusieurs fois, dans le reflet de sa voiture. Qu'il avait redémarré, qu'il était reparti chercher. Il essaya plusieurs fois d'être convaincant, de se trouver convaincant, mais jamais il ne se trouvait convaincant. Alors finalement, il partit avec les idées vides. Les idées vides, en se disant qu'il dirait simplement ce qui lui passait par la tête si quelqu'un venait à le croire ou à le croiser. Chaque matin, pour moi, le cauchemar recommençait. J'entendais les deux parties de ton cœur battre à la chamade. Ce n'est pas qu'il battait à la chamade, c'est que j'avais l'impression que ton cœur battait plus vite que le mien. J'avais l'impression que ton cœur battait beaucoup plus vite que le mien. Il était en train de battre à un rythme animalier. C'était impossible d'entendre un cœur d'humain battre si vite. Alors ce que je me disais chaque soir quand on allait dormir. On dormait soit dans une maison abandonnée, soit on dormait dans un train qui avait dérivé, un train qui avait vrillé sur la mauvaise voie, ou alors peu importe l'endroit dans lequel on vivait, que ce soit un train qui soit tombé de ses voies, de la voie ferrée, qui est dérivé sur le côté et qui soit tombé par terre, à même le sol, qu'on vive à l'intérieur de ce train, ou alors que ce soit une vieille voiture abandonnée dans laquelle il y a peu de place, que ce soit un appartement abandonné, dans une ville fantôme, ou alors un poste d'observation, une caserne de pompiers ou alors encore même un poste d'observation militaire qui n'est plus utilisé, peu importe l'endroit dans lequel on allait, il y avait toujours ce policier ou cette personne avec sa lampe de poche qui était chargé de regarder les toxicomanes, et de les faire fuir de l'endroit dans lequel ils s'étaient abrités. Et cette personne qui venait chaque soir, que j'entendais, où chaque nuit on allait se protéger sous cette couverture. Chaque nuit, on allait se protéger sous cette couverture qui était un peu ancienne, avec des trous. Je comblais les trous avec des livres, avec des vieilles feuilles que je trouvais par terre, des feuilles de journaux ou alors des feuilles d'avis de disparition, et on allait se cacher en dessous. Ta respiration était très faible, mais faisait du bruit. J'arrivais à sentir ton souffle chaud et surtout à entendre tes poumons respirer. Ton cœur battait si vite que j'avais l'impression de tenir dans mes mains un animal. Qui enfonçait ses griffes à l'intérieur du sol. Mais comme là c'était du béton, quand tu enfonçais tes ongles à l'intérieur du sol, tes ongles étaient griffés, cassés, et sur le sol il y avait du sang. Le sang que tu avais laissé quand tu avais griffé sur le sol, et que tu avais continué à griffer à la force de tes ongles en appuyant bien fort avec tes mains. On était au même endroit et tout le sang que tu laissais derrière toi, avant même que cette personne arrive, j'essayais de l'essuyer avec mon t-shirt. J'essayais de l'essuyer avec un vieux torchon, avec des vieux vêtements sur le côté, appartenant certainement à un ex-toxicomane ou à un ex-sans-abri qui était ici avant nous. Il venait, il regardait avec sa lampe de poche, mais avec la peur au ventre quand on s'endormait et que je t'essuyais tout ce sang que tu avais au bord de la bouche, et je regardais les veines qui partaient dessous tes yeux et qui partaient dessous tes paupières qui étaient noires, et que je regardais ces veines quand je passais ma main dessus, j'arrivais à sentir le sang, j'arrivais à sentir le flux de sang qu'il y avait à l'intérieur, j'arrivais à sentir surtout le reflux de sang qu'il y avait à l'intérieur, beaucoup trop pour que tes veines puissent encore continuer à supporter ça. Et je me disais un jour,
Ça y est, tu vas te retrouver avec une grosse ecchymose noire, avec du sang qui se remplit sous ta peau. Mais je refusais. Je refusais, même si tu avais ce virus en toi qui grandissait, de te livrer aux autorités. C'était impossible. Je ne pouvais pas faire ça, tu n'étais pas un phénomène de laboratoire. Alors on continuait à se cacher. On partait à d'autres endroits. Souvent les endroits que je laissais derrière nous, je les laissais s'effondrer, ou alors je les brûlais, et on restait l'un à côté de l'autre. Quand je tenais ta peau, elle était froide et visqueuse, et j'arrivais à sentir les veines et l'afflux de sang qu'il y avait à l'intérieur. J'arrivais à sentir ton cœur qui battait très fort, comme un loup enragé qui s'acharnait sur sa proie. Comme un loup enragé qui s'acharnait sur sa proie, ou alors comme un chat, ou alors comme un chat sauvage qui s'acharnait sur sa proie, très connu pour ne pas être attendrissant. J'avais l'impression, j'avais l'impression que je tenais en main, j'avais l'impression que je tenais au creux de ma main ton cœur, que je le tenais au creux de ma main, parce que ta peau était si froide, et à cause du sang que tu avais sur le bord de la bouche, qui tombait tout le long de ton torse, et qui tombait même sur ton ventre à cause du sang que j'avais sur les mains, et que je sentais ton cœur tout contre ta peau qui, à cause de ce virus, devenait encore plus faible et encore plus fine, fine comme de la soie. J'arrivais presque, j'arrivais presque, quand je mettais ma main sur ton dos ou quand je mettais ma main sur ton torse, j'arrivais presque à toucher tes organes. J'arrivais presque à sentir à travers ton torse, en dessous de tes côtes. Tes côtes, j'arrivais facilement à les toucher. J'arrivais même à les compter. Tu en avais 17 d'un côté et 13 de l'autre. Ce n'était pas humain, c'était une sorte de déformation. Mais ça, tu avais toujours su bien vivre avec, même avant. Mais là, il y en avait quelques-unes qui s'étaient cassées. Tu en avais beaucoup moins. 6 ou 7, peut-être 3 ou 4, et elles étaient cassées. Et j'arrivais à sentir ton estomac, ton intestin et tes autres organes, tes poumons qui essayaient de faire avec contre les côtes cassées, qui essayaient de respirer avec. Je sentais cette aération à travers tes poumons, car tes poumons avaient déjà été percés plusieurs fois par les os qui étaient coupants et qui avaient percé tes poumons. J'arrivais à sentir tes poumons qui respiraient à travers ce trou qu'ils avaient à l'intérieur. Et je me disais, comment c'est possible que tu sois encore en vie? La seule chose qui te maintenait encore en vie, c'était ton système immunitaire, 2 fois plus performant à cause de ce virus. Mais à l'intérieur de ton corps, était presque en train de pourrir, si je pouvais dire ça comme ça. C'était juste que tes organes étaient tous blessés, mais continuaient à fonctionner. Ton système immunitaire, lui, te forçait à continuer de vivre de cette manière. C'était horrible à supporter, ce souffle glaçant, ce souffle bruyant quand tu ouvrais la bouche et que tu étais en train de respirer. La manière dont tu respirais avec ton nez, dont tu absorbais la manière dont tu respirais avec ton nez, ou alors quand tu avalais le sang que tu recrachais par la bouche, ou ce sang qui coulait dessous ton nez que je devais essuyer tout le temps. Mais même si je prenais soin de toi et que c'était un fardeau quelque part, je continuais. Quand j'entendais des soldats de l'armée qui te cherchaient, qui avec leurs lampes de poche et leurs armes chargées, le chargeur te faisait une peur bleue. Alors je posais ma main sur ton dos, couvert de veines, et je prenais mon livre. Et j'écrivais Jour 1. Aujourd'hui, plusieurs veines sont apparues sur ses épaules, alors que ses épaules n'avaient pas encore été attaquées. Et j'écrivais Jour 2. Aujourd'hui, il est allé creuser des trous, mais a tout de suite perdu ses ongles. Jour 3. Aujourd'hui, il a craché du sang, un liquide brun qui avait l'air d'être autre chose que du sang. Jour 4. Aujourd'hui, ses yeux sont devenus rouges. Jour 6. Jour 5. Aujourd'hui, ses yeux ont continué à devenir rouges. Et aujourd'hui, ses yeux sont devenus bruns, brun foncé, presque noir. Il y a un liquide blanc très visqueux qui ne ressemble pas à des larmes, qui coule dessous ses yeux. Il avale du sang et il n'arrive pas bien à respirer. Et j'écrivais tout ça dans mon carnet. Chaque fois qu'on partait de quelque part, je mettais le feu à cet endroit. Et on restait face aux flammes qui envahissaient cet endroit précis où nous sommes restés. C'étaient des endroits abandonnés, alors peut-être que je n'avais pas le droit, mais je n'avais pas le choix. Chapitre 1. L'écroulement. Partout autour de nous, les flammes étaient en train de consumer les murs.
Je me demandais parfois, avec la, je me demandais parfois avec la lance en main, si je parviendrais à sortir ici un jour. Alors que je marchais dans ces couloirs qui étaient en train de se détruire, les murs qui étaient en train de se consumer des flammes, le bois qui était en train de brûler, de cramer sous mes yeux, l'odeur du bois brûlé, voire même parfois de l'humidité qui était en train de brûler et de sécher plus vite que je ne l'imaginais. J'étais en train d'avancer dans les flammes, mais quelque chose nous empêchait d'avancer. J'étais en train d'avancer dans les flammes, mais une chose en particulier me retenait. Cette chose me retenait à l'intérieur. Je ne pouvais que me demander quand est-ce que j'allais sortir. Je ne pouvais que me demander quand est-ce que j'allais sortir. Et là je vis un homme, juste devant moi, se mettre à me supplier de le sortir d'ici. Mais lorsque je lui ai pris la main, tout de suite je lui ai lâché la main, car sa main, sa peau, ses os étaient brûlants. Je l'ai regardé, son visage déformé m'a paru familier. Son visage déformé m'a paru familier. J'ai continué ma course un peu plus loin, et là j'ai vu deux jumelles à l'intérieur, avec deux robes rouges. Leurs bras étaient en feu, leurs cheveux étaient en feu, leurs cheveux étaient noirs, ils étaient en feu. Leurs yeux étaient blancs, presque fondus par la chaleur des brûlures procurées par les flammes qui étaient tombées sur leurs visages. Elles étaient en train de danser, et j'entendais une petite mélodie, des rires et des pleurs en même temps. Mais cette petite mélodie, des chants d'enfants de deux filles qui étaient en train de chanter, en plein milieu d'un écroulement, en plein milieu d'un éboulement. Je les ai sortis, mais une fois que je suis sorti, j'ai vu les flammes juste devant moi, qui étaient en train de ravager l'immeuble. Alors que je pensais tenir ces deux petites filles en main, je ne les tenais pas réellement en main. Je n'avais rien en main, rien d'autre que du bois qui était en train de me brûler. Les marques de brûlure avaient atteint mes bras, et je sentais les brûlures sous mes bras. Je sentais les brûlures sous mes bras, mais il m'a fallu retourner tout de suite, plongeant mes mains à l'intérieur de l'eau froide qu'il y avait sur le côté, une bassine d'eau froide. Je regardais les flammes. Je me disais, qu'est-ce qui à l'intérieur peut me procurer ces visions? Je me demandais, à l'intérieur, qu'est-ce qui procure ces visions? Qu'est-ce qui me donne l'impression de voir toutes ces choses? Qu'est-ce qui m'empêche de continuer, d'aller jusqu'à la source des flammes et de sortir les personnes qui sont enfermées à l'intérieur et qui daignent encore survivre, qui essaient de survivre à travers les flammes? Je voyais certaines personnes passer avec un essuie mouillé sur le visage. Elles essayaient de passer et se cacher le visage. Elles avançaient comme si elles pouvaient toucher les flammes. Elles avançaient et elles faisaient tomber sur le côté les morceaux de bois. L'étage s'était écroulé. Il y avait une réplique. J'ai levé les yeux et j'ai vu tomber une poutre droit devant moi. Je me suis dit que c'est bon, c'était terminé. Elle allait s'écrouler et tomber sur moi. Mais non, elle est tombée à côté. Juste de l'autre côté, une famille piégée par cette poutre en bois que j'ai voulu aider. Mais lorsque j'ai voulu l'aider, j'ai baissé les yeux, et malgré ce que j'ai vu, je n'ai plus pu avancer. Tétanisé par la peur, il y avait quelque chose de plus dangereux que les flammes à l'intérieur. J'ai vu tous ces corps, j'ai vu tous ces corps brûlés, empilés l'un sur l'autre, des corps brûlés dont la peau avait déjà séché et me paraissait être presque aussi sec que du carton. Je les ai regardés, j'ai voulu ramener certains corps à la surface, mais lorsque j'ai ramené certains corps à la surface, une femme complètement immaculée m'a saisi la main et m'a fait tomber dans cette fosse commune qu'il y avait juste en dessous du sol de la maison. Je me suis retrouvé je me suis retrouvé à travers les corps empilés les uns sur les autres, des enfants, des femmes, des hommes qui étaient empilés les uns sur les autres. Leur peau était brûlée au 3e degré, voire même pire. Leur peau paraissait si sèche qu'on aurait dit du carton ou alors du papier qui était en train de s'effriter. Leur peau qui était si brune paraissait être du carton en train de s'effriter. J'ai alors essayé de prendre un corps avec moi que j'ai voulu soulever à la surface, mais son bras s'est détaché de son épaule. Le corps est alors tout de suite retombé. Je me suis dit qu'il n'y avait plus espoir pour ces personnes. Il fallait juste attendre que le feu les consume, brûle leur peau, brûle les os jusqu'aux extrémités, et que finalement ces personnes disparaissent. J'ai finalement avancé, j'ai essayé d'avancer sur le côté, mais une flamme surgissant de nulle part
de l'intérieur de la fosse, à part. Une flamme surgissant de nulle part, de l'intérieur de la fosse, a failli me brûler. J'étais en train de ramper sur les côtés, en m'accrochant aux poutres en métal, en rampant sur le peu de bois qui était en train de rester, sur les côtés. Et j'étais en train de m'accrocher, de m'y accrocher, et j'avançais, j'avançais, j'avançais lentement, de manière précise. Je regardais précisément où je mettais mes pieds, et j'avançais à l'intérieur des flammes. Je me disais que rejoindre cette famille était mon seul objectif. Une nuée de flammes est alors apparue, toutes plus grandes les unes que les autres. Elles sont apparues devant moi. D'abord la première, puis la troisième, puis la quatrième, puis deux en même temps qui sont apparues devant moi, comme si elles voulaient me piéger de l'intérieur et m'emmener dans cette fosse commune. J'ai regardé la famille, leur disant que je n'en avais plus pour longtemps, que j'arriverais bientôt, et qu'il fallait juste qu'ils tendent la main, qu'ils essayent de tendre la main, juste à travers les flammes. Mais ils n'y arrivaient pas. Alors lorsque je me suis retrouvé avec eux, une deuxième réplique, et le plafond est tombé. Le plafond d'au-dessus est tombé sur le deuxième étage. On est monté au deuxième étage pour se protéger. À une fenêtre, on a voulu sauter, mais de l'intérieur, je voyais les flammes qui me ramenaient. Quelque chose à l'intérieur des flammes, quelque chose de brillant et de perturbant. Une lumière très scintillante et très blanche me donnait l'envie de retrouver d'autres personnes à l'intérieur et de revenir à l'intérieur des flammes, de retourner vers ce cauchemar. J'ai continué finalement, j'ai aidé ces personnes à sauter par la fenêtre. Elles ont sauté et ont rejoint l'un de mes collègues en bas. Il était à moitié brûlé, mais les avait aidés, leur mettant des couvertures chauffantes, juste au bord, s'asseyant au bord de l'une des ambulances. Moi, je retournais à l'intérieur des flammes. Cette chose hypnotisante, une lumière blanche, me donnait envie de continuer d'avancer et de trouver ce que c'était. Et je continuais à avancer, mais plus j'avançais vers cette lumière blanche, plus elle s'éloignait, comme si elle me piégeait pour m'emmener à l'intérieur des flammes. Les flammes étaient vivantes, c'était sûr et certain. Elles n'étaient pas que de simples flammes, elles étaient des êtres vivants. Elles étaient des êtres vivants, qui étaient faits d'air, et d'une sorte de forme d'intelligence surnaturelle, d'une forme de sorte d'intelligence surnaturelle. De temps à autre, entre les flammes, je voyais apparaître des visages déformés, et j'entendais des cris, dans le hurlement du vent, à travers les flammes. À peine sorti, mes pieds dans le sable, j'ai tout de suite entendu ce bruit qui m'a donné envie de plonger. Le bruit des vagues, qui se mettaient à longer le sable, qui se mettaient à rejoindre le bord de la mer. J'ai avancé lentement vers la mer, posant mes pieds délicatement l'un devant l'autre. Faisant en sorte que mes pieds s'enfoncent dans le sable, j'y mettais alors tout le poids de mon corps. J'essayais de m'enfoncer dans le sable, à chaque pas, mais je marchais lentement. Je marchais lentement vers l'avant, et puis j'ai senti une brise d'air, frôler ma nuque. J'ai tourné la tête juste vers les vagues qui s'enfoncèrent sur le côté, sur les rochers. J'ai regardé et j'ai contemplé pendant bien de temps. J'ai contemplé et j'ai regardé. J'ai regardé ces rochers infinis qui s'enfonçaient à l'intérieur des vagues, contre lesquels les vagues beaucoup plus puissantes à droite étaient en train de percuter les rochers. J'arrivais à voir certains rochers ornés de millions de fleurs et de J'arrivais à voir certains rochers qui étaient ornés de millions d'arbres, de faune et de flore différentes. Il y avait surtout des oiseaux, tels que des oiseaux blancs, comme des colombes, qui venaient s'y poser. Il y avait ce spectacle incroyable de colombes blanches, ou alors d'oiseaux bruns qui volaient en groupe, et qui tournaient autour des feuilles. Le vent formèrent alors des tornades à l'intérieur. Qu'on pouvait apercevoir. Ce vent que je pouvais apercevoir faisait bouger la faune et la flore. Cette faune et cette flore qu'il y avait tout contre les parois, j'étais en train de les regarder. Et soudain, je vis un animal, petit, mais je me suis dit que de près,
Il devait être énorme. Ce n'était rien d'autre qu'un félin brun. C'était un félin brun, certainement un chat sauvage ou alors un chat des montagnes. Je l'ai regardé, les oreilles redressées, il m'a regardé, sautant alors sur les roches, sautant alors sur les roches, il m'a paru vulnérable par rapport à la puissance des vagues. Et j'ai regardé tout autour de moi. Mon regard errèrent autour des vagues, et sur l'horizon, ils errèrent jusqu'à voir un voilier. Et puis j'ai plongé, et puis j'ai plongé. J'ai plongé tête la première. En plongeant, je me suis rendu compte que l'eau était si agréable, l'eau qui passait le long de mon corps. L'eau qui passait le long de mon corps, et en revenant à la surface, j'ai pu voir d'agréables surprises. Il y avait un jeune qui était assis par terre. L'eau passait autour de son corps. L'eau passait autour de son corps et je l'ai regardé. Il était attentivement en train de mettre, il était attentivement en train de mettre sa combinaison de plongée. Une combinaison noire qu'il n'avait pas encore mis entièrement, mais dont les manches étaient accrochées à son bassin. Il m'a regardé et m'a fait un signe. Je ne le connaissais pas, mais je ne savais pas encore que quelque chose allait se passer entre nous. Je suis venu m'asseoir à côté de lui et je lui ai demandé: Tu aimes nager? Il a regardé les vagues, a pris derrière lui ce qui semblait être une planche de surf qui était complètement cachée par le sable. Il l'avait enfouie sous le sable et finalement a pris sa planche et a dit oui, me séparant de lui en mettant sa planche entre moi et lui. Il m'a regardé et a dit oui. Prenant sa planche, il s'est levé, s'appuyant sur ses jambes et ensuite s'appuyant sur un bras, me disant le premier à l'eau, le premier à l'eau est le vainqueur. Il est parti en courant. J'ai pris ma planche verte, et rouge et je suis parti. Quand j'ai pris ma planche verte et rouge, je suis parti. J'ai tourné ma planche que j'ai beaucoup mieux positionnée. Une fois les pieds dans l'eau, je me suis appuyé un peu vers l'avant, enfonçant la, enfonçant la plante de mes pieds dans le sable. Je me suis alors regardé. Je me suis regardé dans les vagues qui étaient en train d'arriver, préparant mon entrée dans la prochaine vague qui était en train de se préparer tout au fond. J'ai finalement couru. J'ai plongé avec ma planche. Et le côté jaune de ma planche, l'envers de ma planche est allé sur l'eau. Je me suis redressé, mis dessus. Je me suis mis dessus. Et ensuite couché tout le long. J'ai nagé avec mes bras jusqu'à la prochaine vague. Et ensuite, une fois debout, le mouvement fluide s'est fait tout seul. Je pouvais passer ma main dans la vague et je l'ai rencontrée à l'intersection d'une vague qui venait se choquer contre la mienne. On s'est regardés tous les deux, mais un regard a suffi pour me distraire. Je me suis retrouvé alors sous l'eau, percutant rochers, percutant les algues et percutant animaux de la faune sous-marine. Là, j'ai regardé la flore et la faune sous-marine, j'ai ouvert les yeux. Devant moi, un poisson effrayant mais noir, mais à la surface, le soleil, tout l'inverse de ce poisson noir effrayant que j'ai pu remarquer. J'ai alors repris ma planche et j'ai dit: Excuse-moi, je suis tombé. Quand on est parti sur la plage, je lui ai dit: Tu aimes bien faire ça de la compétition? Avec un sourire en coin, il m'a dit: Viens, suis-moi, je vais te montrer les endroits les plus sûrs. Et il m'a emmené avec lui. Et nous sommes partis dans une sorte de village fait tout en bois, avec que des cabanes en bois, et pourtant les gens y vivaient bien. Les gens y vivaient bien, pas comme dans les maisons de banlieue juste en face de la plage, comme nous, comme moi là où je vivais. Il m'a emmené dans sa, il m'a emmené dans sa cabane et m'a dit: Je vis ici. Tout était fait en drap. Les lits étaient faits en drap, étaient faits en tissu qui avait été cousu. De longs draps blancs ou alors de longs tissus, de longues bandes de tissu. Il y avait des hamacs et il y avait des parasols. Il y avait des parasols qui étaient plantés dans le sable. Ce village était à même le sable et était à même la côte sur le côté. Je regardais, je regardais ce village comme si je découvrais un nouvel endroit. Mais je découvrais un nouvel endroit. Je levai les yeux et aucun parasol ne pouvait évidemment me protéger de la chaleur du soleil. Je suis rentré dans sa cabane et il m'a dit: Tu peux t'asseoir si tu veux. J'ai regardé le sol et j'ai dit: Où ça?
et il a tiré une sorte de tabouret, qui n'était en fait qu'un rondin de bois sur lequel je me suis assis. Et je lui ai demandé, bon, on fait quoi maintenant? Tous les deux, on s'est installés dans son hamac, ou plutôt son lit. On s'est installé dans son hamac et on a commencé à parler de nos divergentes opinions sur le surf et de nos diverses manières d'aller nager. Aller nager le soir ou aller nager le matin. Prendre sa planche de surf ou ne pas la prendre. Faire attention à tels animaux, parfois plonger ou parfois partir sans sa planche. On y a parlé toute la nuit jusqu'à ce que je rejoigne tout seul ma maison et que je reparte le soir. Quand je suis reparti le soir, je me suis arrêté un moment sur une falaise. Appuyant mon pied, la plante de pied en avant, m'appuyant sur l'avant, j'ai écouté les vagues. Il faisait sombre et à travers la silhouette en contre-jour, à travers la lumière de la lune, je pouvais y apercevoir des arbres noirs, presque comme un dessin à l'encre de Chine sur le ciel bleu nuit, bleu foncé. Et j'ai aperçu la maison éclairée tout le, tout le long, tout le long des rochers, mais juste en bas près de la mer. Je l'ai vue et j'ai couru, j'ai défilé. J'ai défilé les escaliers en courant. Jusqu'en bas, j'ai poussé la porte et je suis arrivé. Je me suis installé dans la cuisine et j'ai levé les yeux. J'ai levé les yeux, comme si je m'attendais à voir son village et sa cabane. Je venais de rencontrer un enfant, aux cheveux bruns, à la carrure forte, aux cheveux bruns et aux yeux bruns mélangés avec un peu de vert. Il avait les yeux verrons. Et je l'ai regardé, et j'ai repensé à lui longtemps, en fermant les yeux. En m'allongeant près de la mer, j'ai repensé à lui longtemps. Le lendemain, on s'est retrouvés exactement au même endroit. Et il m'a dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Je lui ai saisi le poignet en disant, non, c'est à mon tour de te montrer quelque chose. Et je lui ai montré comment est-ce qu'on allait passer de l'autre côté de comment est-ce qu'on allait passer de l'autre côté de ce sentier qui longeait les vagues, qui finissait par s'écraser contre les rochers. On a longé ce sentier et nous sommes arrivés à un endroit précis que je voulais lui montrer. Je lui ai montré une vaste plaine avec un. Je lui ai montré une vaste plaine avec les rochers qui entouraient un lac sans fond, et je lui ai dit viens, tu peux marcher. C'est un lac sans fond, il n'y a que quelques centimètres d'eau. On est allé voir ce lac et on s'y est arrêté. Je lui ai dit que je venais ici pour me calmer ou alors pour me ressaisir, mais qu'il n'y avait même pas la place pour y mettre une planche de surf, mais que de temps en temps, je venais avec ma planche de surf. C'était amusant de la voir flotter sur quelques centimètres d'eau et de la laisser se déplacer. Mais si je me mettais dessus, elle coulait tout aussitôt. On a essayé tous les deux, et on a regardé nos planches de surf flotter à une surface toute petite, voir qu'elles pouvaient atteindre la surface tout en restant en train de flotter. Elles pouvaient être sur la surface, mais surtout toucher et effleurer le dessus de notre pied, quand on se mettait tout contre nos planches.